Et je vais donc demander à Frédéric Georges Tudeau de bien vouloir passer à la tribune. Et je rappelle simplement son curriculum vitae. Après un début de carrière au Quotidien de Paris, il s'est spécialisé dans le journalisme économique. Il a notamment été rédacteur en chef adjoint de magazine L'Entreprise et Management. Il dirige aujourd'hui une agence de communication dans le conseil et des contenus pour les entreprises et les entrepreneurs. Et j'ajoute qu'il est venu en avion spécialement pour ce colloque de Dublin. Et qu'il est arrivé à temps, je ne sais pas quel miracle, peut-être comme les hirondelles ou les... Frédéric, à vous la parole. Merci beaucoup Bernard, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux, ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a encore quelques personnes qui ne croient pas à l'imposture Piketty. Enfin, on peut espérer qu'en tout cas, vous ne tombez pas facilement dans le panneau si vous avez eu envie de venir nous écouter. Merci beaucoup à Bernard d'avoir organisé ce colloque passionnant. Il le sera, j'en suis sûr. Alors, les riches sont-ils le problème ou la solution ? C'est une passionnante question auquel mes confrères vont répondre. J'ai mon petit avis sur la question, mais je vais les laisser faire. Avant, moi, je suis là plutôt pour poser le fait que vous conviendrez que ce n'est pas possible de répondre sereinement, objectivement à cette question si les statistiques qui sont liées au niveau de revenus, au niveau de patrimoine sont elles-mêmes erronées. Et c'est tout le problème avec cette vieille passion française qu'on appelle l'égalitarisme, c'est que ces adeptes n'hésitent jamais à la faire prospérer en la nourrissant de tous les moyens, y compris et très souvent le mensonge. Alors, en tant que nouveau gourou mondial de l'égalitarisme, on se doute bien que Piketty est loin d'échapper à cette règle. On peut même dire qu'il s'en est fait un petit peu une spécialité, c'est un orfèvre en la matière. Depuis son premier livre, écrit il y a une dizaine d'années, il a cessé d'utiliser d'innombrables contre-vérités. On pourrait en écrire un livre très épais pour le coup. Vous en avez mentionné une tout à l'heure, Bernard. Et ce qui me semble, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre en partie, ce qui me semble particulièrement grave, c'est qu'il n'hésite jamais à se réfugier derrière son statut d'économiste, d'immense économiste même, multidiplômé. À l'entendre, seule la vérité scientifique l'intéresserait. Mon œil, c'est un mensonge de plus, bien évidemment. Donc ce que j'ai voulu faire ce soir là, dans ce court exposé, c'est qu'à travers 6 exemples accablants, vous démontrer à quel point la malhonnêteté intellectuelle est chez lui devenue une sorte de seconde nature, on peut même dire d'un principe érigé en système. Alors je commence par un mensonge, tout ce qui est de plus anecdotique, mais il est intéressant parce que il montre bien à quel point Piketty est résolu à faire feu de tout bois pour montrer que le riche, puisque c'est bien lui qu'il vise en particulier, même s'il a souvent un petit peu de mal à le définir, mais enfin bon, on voit bien qu'avec Thomas Piketty, si quelqu'un a les moyens, c'est qu'il est par nature nuisible. Donc il s'en prend tout au long de ce livre à diverses personnes comme ça. Est-ce que quelqu'un ici a entendu parler, par exemple, d'un certain Caldon Oakley ? Sans doute pas, il n'est pas très connu. Et il a pourtant eu droit à un passage assez long dans Le Capital au XXIe siècle. Et pourquoi tant d'égards ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un héritier d'une immense fortune qui était à bord du Titanic. Et il a, on va dire qu'il a, graissé la patte d'un officier afin d'embarquer en priorité sur un canot de sauvetage. Donc si vous voulez une parfaite illustration du rentier détestable, lâche, oisif, alors, avec Caldon Oakley, vous avez mais vraiment le parfait représentant. En plus, il est américain, donc c'est idéal. Seul problème, c'est qu'en fait, ce sinistre Caldon Oakley n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il s'agit tout simplement d'un personnage de fiction imaginé par le cinéaste James Cameron dans son film Titanic. Donc, voilà, ce genre de détail n'a visiblement aucune importance aux yeux de Thomas Piketty. Et j'ajoute au passage qu'il y a certains riches et très riches qui se sont, on va dire,
Sans doute que certains ont essayé d'entrer dans des canaux de sauvetage au plus vite, tout comme les pauvres. Ça n'avait absolument rien à voir avec leur niveau de revenus. Mais on peut quand même retenir l'élégance d'un certain Benjamin Guggenheim. Alors lui aussi, il était un richissime héritier. Et en fait, il y a eu de nombreux témoignages pour attester qu'après avoir aidé des dizaines de femmes et d'enfants, il a péri dans ce naufrage parce qu'il n'a pas eu le temps de monter dans le dernier canot de sauvetage. Voilà, bon, c'était juste comme ça en entrée une petite anecdote, mais qui, je suis sûr, vous aura semblé révélatrice de ce qu'est Thomas Piketty. On va passer aux choses un petit peu plus sérieuses, notamment avec des mensonges plus graves, en particulier celui qui concerne le calcul des revenus réels des riches et des pauvres. Le plus bel exemple est assurément cette courbe que vous avez sous les yeux. C'est la courbe centrale du livre de Thomas Piketty. C'est celle qui lui sert de base de départ pour montrer l'explosion des inégalités. Donc en fait, il s'agit de la part du revenu américain capté par les 10% les plus riches de 1910 à 2010. Donc comme vous pouvez le voir, on a une magnifique courbe en U, et pour cause, parce qu'après avoir considérablement baissé du fait des deux guerres mondiales, les inégalités auraient remonté en flèche depuis quelques décennies, et selon Piketty, cette proportion serait même passée de moins de 35% dans les années 1970 à près de 50% aujourd'hui. Donc c'est vrai que vu comme ça, pour 10% de la population, ça peut sembler énorme. Sauf que ce chiffre est dû au fait qu'il oublie, on va dire ça entre guillemets, deux choses essentielles. Petit 1, il n'ajoute pas les aides sociales diverses perçues en priorité par les catégories sociales les plus populaires. Et petit 2, à l'inverse, il ne soustrait pas les impôts des revenus primaires versés en priorité par les CSP+. Donc la ficelle est tellement grosse que je vais quand même répéter. Donc vous avez bien entendu, cet homme a écrit un pavé de 1000 pages pour dénoncer l'explosion des inégalités, et sa courbe maîtresse, celle que vous avez sous les yeux, n'intègre pas les mécanismes de distribution mis en place précisément pour corriger ces inégalités. Et pourtant, les chiffres officiels sont disponibles, ils existent. Il y a eu d'autres économistes américains qui les ont utilisés. Et ils en arrivent à une conclusion tout à fait inverse. En fait, depuis 25 ans, on ne mesure plus aucune augmentation de la part de revenus national captée par les 10% les plus riches. Voilà, alors il ne s'agit là que d'une illustration. On pourrait s'arrêter là parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle suffit quand même, selon moi, à prouver de manière irréfutable la malhonnêteté intellectuelle de ces économistes. Je suis un petit peu sévère, mais je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. On ne peut pas à la fois s'intéresser aux inégalités et camoufler volontairement tous les mécanismes qui sont mis en place pour la corriger. Et j'ajoute que ce procédé avait déjà été utilisé avec grand succès, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Bernard, et je pense que c'est ce qui a permis à François Hollande de justifier la taxe à 70%, puisque les riches payaient moins d'impôts que les pauvres, on pouvait bien mettre une taxe à 70. À 75, oui. Ouais. Alors, troisième exemple, les bases de données bidonnées. Tout ce dont je vais vous parler à présent a été déterré par le Financial Times, qui a fait une enquête remarquable. Alors, figurez-vous que pour établir ces statistiques savantes, Piketty manque très souvent de chiffres, ce qui n'est pas si surprenant que ça. Tous les gens qui essayent de faire des études statistiques manquent de chiffres parfois. Mais là, au-delà de la question de leur fiabilité, très souvent, ils sont inexistants, puisqu'il a étudié les choses sur de très longues séries, à très long terme. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il les invente. Par exemple, il a décidé arbitrairement de gonfler de 26 points la part de richesse détenue en 1810 par le décile supérieur américain. Pourquoi en 1810 ? Pourquoi 26 points ? Mystère, personne ne le sait. La manœuvre se reproduit pour l'année 1870, mais cette fois, il a ajouté 28 points, il en a rajouté de plus, on ne sait pas non plus pourquoi. Pareil pour la part de richesse détenue par les 10% des Américains les plus riches de 1910 à 1950. Seul dans son coin, Thomas Piketty a décrété qu'elle devait être égale à celle détenue par les 1% des plus riches, auquel il a rajouté 36%. D'ailleurs, au-delà du côté arbitraire de ce choix, je ne vois pas comment on peut prétendre analyser des tendances de long terme en conservant ce même pourcentage donc entre 1910 et 1950. Dernière illustration de ce genre, sa courbe sur l'évolution des revenus européens. Alors en fait, pour étudier dans le long terme les revenus européens, il a pris uniquement les archives anglaises, françaises et suédoises.
3 pays très disparates qui ont été auscultés comme ça, et ça lui a suffi pour représenter l'Europe dans son ensemble. Alors pourquoi pas dans un sens, quand on fait des statistiques, on est bien obligé parfois comme ça, on ne dispose pas toujours de toutes les données, donc on doit parfois faire des hypothèses. Le problème avec Thomas Piketty, c'est que il se garde bien de les signaler, et il faut toujours des enquêtes comme le Financial Times ou comme celle de l'IREF pour arriver à s'en apercevoir. Alors qu'est-ce qu'il nous dit quand justement les faits sont forts de preuves, on va dire. Après, généralement, il fait le mort pendant des semaines face à ces accusations. Celle du Financial Times, il a fait le mort. Et puis, il y a un moment où on en parlait tellement qu'il a été obligé quand même de nous sortir cette phrase magnifique. « Je n'ai aucun doute que mes sources concernant les données historiques peuvent être améliorées et qu'elles le seront dans le futur. » C'est formidable. Mais dans ce cas, M. Piketty, ne vous en servez pas pour justifier un taux d'imposition démentiel. Donc en attendant, toutes ces approximations sont loin d'être innocentes, bien sûr, parce qu'on se rend compte qu'une fois que les corrections ont été effectuées, on a abouti presque toujours à une tendance opposée au test piketiste. Par exemple, non seulement la part du patrimoine britannique détenu par le décile supérieur n'a pas du tout augmenté depuis 1970, mais elle apparaît même en légère baisse au profit du reste de la population. Et il en va de même pour les USA. Exemple numéro 4, parlons à présent de son fameux R supérieur à G. Je suppose que vous en avez tous entendu parler si vous vous intéressez au sujet. Donc pour faire accepter l'idée qu'il faut impérativement taxer davantage les plus riches, Piketty avance un argument clé, le taux de rendement du capital R, c'est-à-dire le moyen principal utilisé par les riches pour s'enrichir, serait mécaniquement et durablement supérieur à la croissance économique, le taux G, qui est quant à lui le seul moyen dont le reste de la population peut se servir pour améliorer sa condition. Et pour obtenir ce R supérieur à G, Piketty est prêt à tout. Sans la moindre vergogne, par exemple, il n'a pas hésité à comparer ce rendement du capital en prix courant, c'est-à-dire en intégrant l'inflation, avec la croissance économique exprimée, elle, en volume, c'est-à-dire hors inflation. Donc c'est ce genre de supercherie, bien sûr, introduit un biais idéal pour gonfler la rentabilité du capital. Je signale d'ailleurs que c'est l'IREF, représenté ici par Jean-Philippe Delsol et Nicolas Lecossin, qui a découvert le poteau rose. L'IREF a aussi trouvé une seconde supercherie très intéressante. Le calcul du taux de rendement du capital, selon Piketty, cumule les revenus acquis sur le sol du pays concerné ainsi qu'à l'étranger. Et bizarrement, la croissance, elle se contente d'intégrer la richesse générée sur le territoire national. Là encore, rien de tel pour augmenter R et diminuer G. Alors, exemple numéro 5, ce que j'ai appelé dans mon livre le passé ripolliné. Parce que figurez-vous que Thomas Piketty est en mesure, mesdames et messieurs, de nous révéler le rendement du capital et le taux de croissance mondial depuis l'Antiquité. Et il va même jusqu'à l'an 2200, parce que si vous voulez savoir ce qui se passera en l'an 2200, vous lui demandez, il est au courant, il l'a écrit dans son livre. Donc, on apprend que ce rendement du capital, lui, il a oscillé entre 4,5% et 5% pendant 1800 ans de suite. Pas depuis 1800 ans, les 1800 premières années, ça a été à peu près stable à 4,5%. La croissance, pendant ce temps-là, elle est restée proche du zéro absolu. Donc voilà, vous avez bien entendu, on a une star nationale en France qui connaît le rendement du capital sous Néron et le taux de croissance au moment du sacre de Pépin le Bref. Tout est normal. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je me contente de citer un calcul effectué par un économiste américain. Voilà, c'est un calcul très rapide, mais qui est plein de bon sens. Imaginons que l'humanité n'ait eu que $10 à investir en année zéro. Avec ce taux de rendement du capital de 5%, 1800 années de suite, on imagine bien que ça doit faire des petits quand même. Et effectivement, si on fait le calcul, la richesse mondiale actuelle devrait être environ 1000 milliards de fois plus élevée que ce qu'elle est dans les faits. Enfin, je voudrais finir par une réflexion c'est mon dernier exemple, sur l'économie de Café du Commerce, de celui que tout le monde voyait pourtant comme un prix Nobel, et peut-être qu'il le sera un jour ou l'autre. Donc, à lire Piketty, le patrimoine des plus fortunés est en gros appelé à grossir indéfiniment, et surtout sans le moindre risque de perte, parce qu'ils auraient accès à de meilleurs placements, ils seraient mieux conseillés, enfin, voilà.
Donc voilà, l'élite aurait accès à ces formes d'épargne peu périlleuses et bien plus rémunératrices que celles du petit peuple qui, lui, a juste l'assurance vie. Donc voilà, un bon plan taillé sur mesure, rien que pour les nantis. Moi, je veux bien, mais cette version des faits, elle ne résiste pas à la réalité, elle ne résiste pas à l'examen. En septembre 2000, le CAC 40, il a clôturé à près de 7000 points. En septembre 2014, 14 ans plus tard, il n'en valait plus que 4400. Donc le voilà, le bon plan 0% risque, 100% riche sur lequel il fallait miser. Si vous aviez joué toute votre fortune dans le CAC 40, eh ben, vous voyez votre capital partir d'un tiers en fumée. C'est bien la preuve qu'il n'y a absolument aucun placement sans risque quand on veut gagner beaucoup d'argent. Bref, en assimilant comme ça le rendement du capital à la richesse spoliée par les riches et la croissance économique à celle arrachée de haute lutte par les pauvres, Piketty martèle un message... c'est lui? C'est Piketty? Non, d'accord, sans ça vous me le passez. Voilà, un message qu'on peut résumer ainsi. De l'aube des temps jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait, les riches ont maintenu les pauvres dans une misère noire afin de pouvoir vivre eux-mêmes dans l'opulence. Puis est né le socialisme, avec lui, la justice sociale permettant enfin un rééquilibrage plus équitable. Hélas, mes courbes, à moi, immense économiste, révèlent que le mouvement naturel serait à nouveau en train de s'inverser. Donc si l'humanité ne réagit pas, l'immense majorité du peuple retombera sous le joug de l'infime minorité malfaisante. Ce n'est pas tout à fait écrit de cette manière-là dans le livre de Thomas Piketty, puisque c'est peut-être un petit peu moins littéraire, mais franchement, je vous assure, si vous l'avez lu, en gros, en filigrane, c'est ce qu'on peut trouver, c'est ce qu'on peut comprendre. En conclusion, je souhaite revenir sur la raison majeure pour laquelle les mensonges de Thomas Piketty sont si graves. C'est tout simplement parce que tout le monde les croit. Alors voilà en gros comment le processus s'opère depuis la sortie de son dernier livre. Petit 1, ces chiffres sont avancés par divers adeptes de l'égalitarisme, comme s'il s'agissait de preuves irréfutables, indiscutables. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que quand Thomas Piketty sort des chiffres, à part dans quelques milieux très autorisés, on ne les discute pas. Du coup, au sein des grands médias, la plupart en tout cas, personne ne songe sérieusement à les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, selon moi en tout cas, de la propagande d'extrême gauche. Chacun a le droit d'avoir ses idées, mais le problème c'est que quand les médias citent les statistiques de Thomas Piketty, on ne parle jamais de statistiques politiques, on parle de statistiques économiques. Donc, du coup, encouragé à croire Piketty, ou tout au moins ses théories, l'opinion publique finit par prendre ces chiffres pour argent comptant sans y voir la moindre dimension politique. Et alors le problème, c'est le petit 3, c'est que même les commentateurs supposés raisonnables, on va dire, avalent cette avalanche de chiffres sans les remettre en question, à tel point qu'il devient très difficile pour nous, en tout cas pour moi, puisque j'ai décidé d'en faire une forme de lutte, très difficile d'objecter un quelconque délire marxiste, puisque même le camp adverse, je mets des guillemets, se range derrière les statistiques de Piketty. Pour vous prouver ce que j'avance, j'ai rassemblé 3 déclarations que j'ai entendues sur les ondes courant mai pendant que j'étais en train de préparer cet exposé. Alors la première, elle est de Vincent Beaufils. C'est un journaliste de qualité, plutôt pro-business, le directeur de la rédaction de Challenge. Enfin, en tout cas, il est très loin, je le connais un petit peu, d'épouser les thèses pikettistes. Et qu'est-ce qu'il nous disait sur BFM le 7 mai dernier? Comme nous l'ont démontré les études statistiques, aux États-Unis, en termes de revenus, la part captée par les 1% les plus riches a triplé en 30 ans. C'est-à-dire qu'il va même plus loin que ce qu'avance Piketty. Une autre citation, cette fois de Jean-Paul Delevoye, un ancien ministre du gouvernement Raffarin. Il dit, je cite, « En matière d'inégalité, Thomas Piketty a montré à quel point nous sommes dans une phase de danger. Nous sommes sur un point de rupture et nous risquons des conflits majeurs à l'intérieur des États. » Et enfin, je conclus par mon préféré. Il s'agit de Jérôme Dédéian, un entrepreneur que je connais bien, pour lequel j'ai beaucoup de respect, un entrepreneur au libéralisme presque assumé, donc c'est suffisamment rare pour le noter. Et en avril dernier, toujours sur BFM Business, alors qu'il s'apprêtait pourtant à exprimer une critique des thèses de Piketty, il a quand même trouvé le moyen de commenter son propos par ces quelques mots. Oui, il y a un décile, et peut-être même un quartile, qui part dans la stratosphère.
Donc voilà, 10%, voire 25% de gens stratosphériquement riches. Voilà moi ce que j'appelle tomber dans le panneau piquettiste. Je vous remercie.